Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut faire un peu peur au premier abord, la finance. Souvent, on s'imagine une montagne de chiffres illisibles, un domaine super froid et abstrait, mais en réalité, c'est un système hyper logique. C'est littéralement une mécanique de précision minutieusement conçue pour faire circuler l'argent à travers le monde. Et vous allez voir, c'est fascinant. Alors, pour bien commencer, posons-nous la question qui tue. Concrètement, comment l'argent passe-t-il de ceux qui épargnent à ceux qui créent? Parce que oui, c'est vraiment le cœur du problème. Tout ce grand système financier qu'on va décortiquer aujourd'hui, il n'a qu'un seul et unique but, c'est de résoudre cette équation complexe. L'idée, c'est de construire des ponts ultra solides entre ceux qui ont de l'argent de côté et ceux qui en ont besoin pour lancer de vrais projets dans l'économie réelle. Du coup, on va fonctionner comme un zoom. Voici notre plan de match. 1. Les piliers de la finance. 2. Les marchés financiers. 3. Les acteurs du système. 4. Les actions, obligations et dérivés. Et enfin, 5. La gestion et la fameuse théorie d'agence. Allez, on plonge tout de suite dans notre première partie, les piliers de la finance. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la finance, ça regarde toujours vers l'avenir. Et cet avenir, il repose sur deux blocs fondamentaux absolus. D'un côté, on a le temps. La règle d'or, c'est que l'argent d'aujourd'hui n'a tout simplement pas la même valeur que l'argent de demain. Le fait d'attendre pour profiter de son argent, ça crée un coût d'opportunité. Et de l'autre côté, on a le risque. L'avenir, par définition, c'est incertain. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer avec nos recettes futures. Bref, toute l'ingénierie financière consiste à jongler en permanence avec ces deux éléments. Pour que ce soit super concret, imaginons un truc tout simple, vous prêtez 100 dinars à un ami. Bon, pendant que votre ami a cet argent, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous-même. Ça, c'est le sacrifice du temps. Ensuite, il y a toujours un petit risque, même minuscule, que cet ami ne vous rembourse jamais. C'est le risque. Du coup, l'intérêt qu'on exige quand on fait un prêt, ce n'est pas juste inventé au hasard. C'est un mécanisme de compensation strictement mathématique pour couvrir ce temps perdu et ce risque de non-remboursement. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les marchés financiers. Puisque le temps et le risque ont un prix, il va y avoir des zones d'échange très spécifiques selon la durée de l'investissement. D'un côté, on a le marché monétaire. Ça, c'est le royaume du court terme. Ça va de moins d'1 an jusqu'à 5 ans. C'est hyper liquide et c'est là qu'on trouve le marché interbancaire que la Banque centrale surveille comme le lait sur le feu. À l'opposé, on a le marché financier, la bourse en fait. Là, on est sur du temps long, au-delà de 3 ans. C'est vraiment la plateforme vitale pour financer l'économie réelle, que ce soit pour construire des usines ou soutenir les projets de l'État. Et au sein de ces marchés, il y a une distinction cruciale à faire. La meilleure façon de la retenir, c'est de penser au marché automobile. Le marché primaire, c'est le marché du neuf. C'est le moment précis où de nouveaux titres sont créés pour lever de l'argent frais. Cet argent va directement financer l'entreprise. À l'inverse, le marché secondaire, c'est le marché de l'occasion. C'est ce qu'on appelle la bourse au quotidien. Là, on revend ce qui existe déjà. L'entreprise ne gagne pas de nouveaux fonds, mais ça garantit aux investisseurs qu'ils peuvent revendre leur part à d'autres quand ils le souhaitent. On passe au niveau suivant, la troisième partie, les acteurs du système. Alors, qui opère dans cet écosystème? On a d'abord les investisseurs, ça va de nous tous via nos ménages jusqu'aux immenses compagnies d'assurance. Eux, ils amènent les capitaux. Ensuite, on a les émetteurs, comme l'État ou les entreprises, qui émettent des titres pour capter ces fonds. Pour que tout ce beau monde se rencontre, on a les intermédiaires, les banques, les sociétés de bourse. Et attention, un acteur est absolument crucial, les agences de notation. Leur rôle, c'est de distribuer des notes impartiales, comme le fameux triple A, pour évaluer si un émetteur est solvable. C'est grâce à elles que tout le marché peut évaluer avec précision le fameux risque dont on parlait tout à l'heure. Ce qui nous fait une transition parfaite vers notre quatrième partie, actions, obligations et dérivés. Comparons directement les deux grands classiques de la finance, histoire que ce soit limpide. Une action, c'est un titre de propriété. En l'achetant, vous devenez copropriétaire de l'entreprise. Une obligation, par contre, c'est un titre de créance. Vous ne possédez rien, vous faites juste un prêt. Côté revenu, l'action vous donne un dividende, mais il varie et dépend des bénéfices, donc c'est incertain. L'obligation, elle, vous garantit un intérêt fixe, le coupon. Et enfin, les droits. L'actionnaire a du pouvoir politique, il a le droit de vote aux assemblées. L'obligataire n'a pas ce pouvoir, mais il a la sécurité juridique absolue d'être remboursé à une date précise. Évidemment, la finance ne s'est pas arrêtée là. Ils ont inventé des outils un peu plus poussés, les produits dérivés. Leur concept, c'est que leur valeur dérive directement d'un autre actif qu'on appelle le sous-jacent. On en trouve 3 grandes saveurs. Le forward, qui est un petit contrat privé, de gré à gré. Le futur, qui est la version standardisée de ce même contrat négociable directement en bourse. Et l'option. Et ça, c'est vraiment ingénieux. Ça offre le droit, mais n'impose aucune obligation, d'acheter ou de vendre à un moment donné. C'est l'outil ultime de gestion du risque. Allez, on arrive à notre dernière étape, la 5e partie, gestion et théorie d'agence.
Jusqu'ici, on a vu une mécanique parfaite sur le papier, mais il faut bien réintégrer l'élément humain. Le manager financier d'une entreprise a une mission claire, optimiser le bilan. Et ça se fait en 3 étapes logiques. Étape 1, l'investissement. Il faut dénicher les bons projets, ceux qui seront rentables. Étape 2, le financement. Une fois le projet identifié, il doit trouver l'argent nécessaire au coût le plus bas possible. Enfin, étape 3, les dividendes. Si ça marche et qu'il y a des bénéfices, le manager doit prendre la décision délicate de la part à reverser aux actionnaires. Sur le papier, c'est ultra rationnel. Sauf que la réalité est humaine. Et c'est ce que formalise la fameuse théorie de l'agence. En gros, c'est le conflit d'intérêts naturel et inhérent entre les propriétaires d'une entreprise d'un côté et la direction qu'ils ont embauchée de l'autre. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un bug du système, c'est vraiment un point de friction psychologique absolument incontournable dans la gouvernance. Cette friction vient tout simplement d'une divergence d'objectifs. L'actionnaire, lui, veut la maximisation de son profit. Mais le dirigeant, bien qu'il soit payé pour générer ce profit, il reste humain. Il peut chercher à augmenter son prestige personnel en bâtissant un empire de façon irrationnelle ou juste privilégier son confort. Face à ça, le système a trouvé une solution mécanique, les bonus de performance. Le but, c'est de lier mathématiquement l'enrichissement du dirigeant à celui de l'actionnaire pour réaligner les intérêts. Ce qui nous amène tout naturellement à cette ultime réflexion. Si le système financier est une mécanique de précision gérant le temps et le risque, est-ce que de simples bonus suffisent vraiment à dompter la complexité de la nature humaine? C'est une question captivante qui montre bien les limites de l'ingénierie financière. Parce qu'au bout de la chaîne, les marchés restent animés par des comportements humains, avec toutes les émotions et les incertitudes que ça comporte. C'est tout pour cette analyse. Merci d'avoir partagé ce moment d'exploration et à très vite.